La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dallois. Bonjour chers auditeurs, merci d'être à nos côtés pour ce nouvel épisode de la bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez tomber certainement sous le charme de Nicolas Duep. Bonjour Nicolas. Bonjour Manuela. Oui, tomber sous le charme de Nicolas, tant son parcours, je dirais l'expression même de la vie dans toute sa splendeur, mais aussi la vie dure parfois, mais la vie avec un grand V. Nicolas, pour le présenter rapidement, a fait un très rapide passage de 2 ans en tant que salarié chez Accor. Puis, il est vite devenu entrepreneur et patron, CEO de Selfish. Selfish, pour nos auditeurs, c'est un éditeur d'applications mobiles et sociales. Puis, fondateur et CEO d'Alchimie. Alchimie, un distributeur de vidéos sur les différentes plateformes numériques. Et la vie de Nicolas bascule alors, c'est le cœur de ce sujet, en 2021. Un infarctus brutal en vélo, la chute, la mort, oui, pendant 53 minutes, son cœur s'est arrêté de battre. Et c'est le titre de son livre qui vient de paraître, 53 minutes, survivre et renaître. Et après un coma de 5 jours, le voici parmi nous. Même s'il a dû passer par des grands hauts et des grands bas, il est là parmi nous pour témoigner. Merci. Alors Nicolas, pour entamer cette émission, pouvez-vous nous donner 2-3 mots qui décrivent votre vie d'entrepreneur avant votre accident ? Je dirais 3 mots. Le premier, c'est un peu d'abord le succès. Parce que j'ai monté plusieurs boîtes. La dernière introduite en bourse, ce qui est quand même une sorte de Graal pour les entrepreneurs. Le deuxième, je dirais, c'est énergie. Parce que moi, j'ai toujours eu plein d'énergie et il faut avoir de l'énergie parce qu'un entrepreneur, c'est avant tout une station-service à énergie pour tout le monde. Et je dirais un troisième complet. Moi, ce qui m'intéressait, ou en fait, ce qui m'intéresse pas plutôt, c'est celui qui fait 2 milliards, mais qui n'a que sa boîte et qui n'a pas de vie personnelle. Quelque part, pour moi, il est en échec. Et ça m'intéressait d'être un entrepreneur, ça m'intéressait d'être un père aimant, présent, un mari aussi présent, engagé dans les sujets de la cité, parce que j'étais vice-président de Croissance Plus, l'association des entreprises de croissance. Gros cycliste, faisais des compétitions, 12 000 km par an, et puis plein d'associations aussi caritatives. Donc, d'être présent sur tous ces sujets et de pousser les pions. On va en parler d'ailleurs du vélo, mais à cette époque, quelle était votre quête, le but de votre vie, et notamment sur le plan professionnel ? Je crois, comme beaucoup d'entrepreneurs, la performance. Il s'agit d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Dopé au mantra du management, sky is the limit. Et donc, on avait la dernière Alchimie, on était pas loin de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, à nouveau en croissance. Et quand on a fait un LBO, un MBO, des levées de fonds, le truc suivant, c'est de réussir l'introduction en bourse. Donc, on continue à aller dans ce parcours fait d'émotions et puis de succès et de réalisations toujours plus dingues les unes que les autres. Donc, un peu la conquête du monde. C'est un peu le défi qui est donné à chaque entrepreneur. Et avez-vous en mémoire un moment fort de votre aventure professionnelle avant l'accident qui vous aurait marqué et dont vous repensez régulièrement ? Je pense que là, tout de suite, à chaud, je pense que ce qu'on appelle le roadshow dans l'introduction en bourse, moi, c'est pas un roadshow puisque c'était la première introduction 100% digitale. Je l'ai faite pendant le Covid. Donc, j'ai fait un visio show, 80 visio de fait en chaussons depuis ma chambre, à lever 20 millions assis dans ma chambre. Et ça a été une histoire de dingue. Pas au sens positif du terme, parce qu'en fait, ça a été éprouvant psychiquement, mais y arriver et parvenir à convaincre parfois des écrans noirs, parce que les gens ne savaient même pas allumer leur caméra, c'est le genre de prouesse, on vous dit à ce moment-là, est-ce qui fait du bien à votre ego ? Je suis bon là, je suis fort. Alors, ensuite, le drame, l'infarctus, la chute. Quelle était votre hygiène de vie ? Est-ce que vous avez eu des signes précurseurs avant que votre cœur ne lâche ? Alors en France, c'est 60 000 morts subites par an.
c'est 3% de rescapés, un tiers qui ont moins de 55 ans. Et on est très très loin de l'histoire du vieux qui fume, qui mange gras et qui ne fait pas de sport. Ça concerne des gens comme moi. Moi, je faisais 12 000 km de vélo par an. J'avais une hygiène absolument parfaite. Justement, parce que cycliste, je me couchais tôt. Donc en fait, je cochais toutes les cases pour ne pas avoir l'histoire de l'infarctus. Peut-être une qui était quand même, j'avais du cholestérol, on l'avait décelé au moment du LBO, et puis j'étais stressé comme chaque entrepreneur, le stress étant le meilleur ennemi du corps humain. Voilà. Donc des signaux faibles, il n'y en avait pas trop. En revanche, si on reprend l'histoire 15 jours avant, oui, il y a des signaux forts de fatigue, des signaux forts qui me réveillent de la nuit avec des angoisses nocturnes à 3 heures du matin, où je prends la main de ma femme, je la mets sur mon cœur pour me calmer et me rendormir. Des moments où je fais un entraînement sur le home trainer le mardi et j'ai le cœur qui ne monte pas, je suis fatigué. Voilà, il y a plein de signaux. Alors, ils sont là. La vraie question des signaux faibles, c'est être conscient qu'ils existent, être capable de les détecter, être capable de les interpréter et puis ensuite prendre une décision. Alors, nous sommes toujours, chers auditeurs, avec Nicolas Duep, fondateur d'Alchimie, victime d'un infarctus en 2021. Alors, vous étiez seul lors de l'accident. Une séance, vous le disiez tout à l'heure, votre passion pour le vélo, donc 2 heures en pleine nature, comme vous aimiez tant le faire. Et là, vous tombez, infarctus. Vous avez la chance inouïe d'avoir 2 gendarmes et un médecin qui passaient par là complètement par hasard en vélo, qui vous ont fait un massage cardiaque immédiatement et rapatrié aux urgences. Alors, vous savez que notre émission, La Bonne Étoile de l'Entrepreneur, parle de votre bonne étoile. J'imagine que vous, elle est assez toute trouvée, cette bonne étoile. Ce sont ces 3 personnes sur votre route sans qui vous ne seriez plus là. Mais pensez-vous qu'une autre bonne étoile vous suit, vous accompagne dans votre chemin de vie pour vous aider à rester là et croquer la vie à pleines dents? Je vous donne un chiffre. Au bout de 9 minutes de massage cardiaque, vous avez 3% de chance de sauver le cœur. Et le cerveau, c'est encore une autre histoire. Vous faites une apnée de 2-3 minutes. Vous allez voir comment vous avez besoin de vous hyperventiler. Non, vous allez mettre une petite paille pour respirer. Et moi, la paille, je vais l'avoir 53 minutes. Donc ça, il n'y a pas de rationnel. Donc on est dans un miracle. Donc la bonne étoile, je pense qu'elle est... j'en ai une, oui, ce que j'appelle un peu l'élan vital aussi. Qu'est-ce qui fait que je m'accroche à la vie pendant 53 minutes, un truc complètement hors norme. Et cette bonne étoile, elle n'est probablement pas incarnée par un homme physique sur Terre. Elle a forcément un côté spirituel. D'accord. Et à la sortie du coma, vous ne parliez plus, vous ne marchiez plus. Vous avez eu 5 semaines de rééducation. Vous reprenez vaillamment le chemin du bureau, vos mandats d'administrateur. Et là, nouvelle déconvenue, votre corps ne suit pas, vous vous cassez les poignets à vélo, le pouce et l'épaule en ski, vous êtes tout le temps épuisé. Vous prenez enfin conscience du coup que votre vie, vous ne pourrez pas recommencer comme avant. Comment vous réagissez à ce moment-là? Alors en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'adorais ma vie d'avant. Et j'étais fan de ma vie d'avant et je continuais à adorer ma vie d'avant. Donc j'avais aucune raison de vouloir en changer et j'ai tout fait pendant un an, plus d'un an, pour redevenir comme avant, retrouver mes facultés à la fois intellectuelles, physiques et sans vouloir vraiment entendre les messages. Donc effectivement, le poignet, d'ailleurs, le jeu de mots, le poignet, qui cache le déni. Et en fait, c'est aux Invalides, en juillet 2022, que je vais faire les tests d'Alzheimer parce que j'avais des problèmes d'équilibre, des problèmes de l'attention, des gros problèmes de mémoire. Je ne voulais pas les voir. Et ces tests qu'est le MMS, en fait, j'ai un peu les ratés. Et le médecin va me dire, maintenant, réalisez, monsieur, que vos fonctions exécutives sont touchées. Il y a un avant, il y a un après. Vous ne serez plus comme avant, vous ne pourrez plus être comme avant, et il va falloir apprendre à faire le deuil de soi-même. Et là, pour moi, ça a été avec un chiffre assez objectif qui était devant moi, quelque chose de rationnel, que effectivement, il y avait un avant et un après, et qu'il fallait accepter que je fasse le deuil de toute cette vie. Et d'ailleurs, faire le deuil, c'est pas faire le deuil juste de ma vie d'avant. En fait, c'est de faire des deuils. C'est le deuil de votre boîte, c'est le deuil de vos salariés, c'est le deuil de votre train de vie, c'est le deuil de votre capital. J'ai perdu mes revenus, j'ai tout perdu. C'est le deuil aussi pour votre femme, du mari qu'elle connaissait et qui n'est plus le même. C'est le deuil pour le couple de tous les projets qu'on voulait faire ensemble et qu'on ne pourra pas faire. Et d'ailleurs, dans un joli film qui s'appelle le film Encore, à un moment donné, avec cette brillante danseuse étoile, Muriel Robin lui dit, tu sais, faire le deuil de ses rêves, c'est choisir d'autres rêves.
C'est si joliment dit, ça tient en une phrase, et pourtant c'est un parcours complètement dingue à faire, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie incroyable aujourd'hui, et cet accident m'a permis de découvrir une autre vie, et qui est encore plus dingue que celle que j'avais avant. Et quelles ont été les différentes étapes entre le moment où, j'imagine, un peu de colère, de tristesse à apprendre cette nouvelle, et puis cette nouvelle vie excitante à vos yeux? Quelles ont été les différentes étapes? Le deuil, c'est le modèle de Kubler-Ross. Ça passe par 5 étapes. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde a des deuils à faire. C'est une caricature, mais quand vous quittez un job, vous quittez une personne, vous quittez un lieu que vous aimez bien, vous avez un deuil à faire. Et le deuil, d'abord, c'est le déni. Le déni, c'est pour le cerveau, il se protège de l'émotion, du choc émotionnel. Ensuite, c'est la colère, parce que c'est pas de votre faute, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. Puis ensuite, c'est le marchandage. Vous négociez avec vous-même, vous bricolez une vie qui va vous protéger et qui va vous permettre de vous dire que rien n'a changé. Et en fait, cette vie parallèle, elle est confrontée rapidement à la réalité, et elle vous plonge dans la dépression, qui est la 4e étape. Et en sortant de la dépression, vous arrivez à l'acceptation. Et tant que vous n'avez pas accepté, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Alors ces étapes, elles sont forcément pas toutes de la même durée. Elles peuvent être entremêlées les unes et les autres. Le modèle n'est pas complètement scientifiquement prouvé, mais je trouve qu'il a le mérite d'expliciter assez clairement ce qu'est le deuil pour chacun. Et voilà, moi j'ai fait tous ces étapes. Moi je m'en voulais, pas pour la colère des autres, mais vis-à-vis de moi-même, parce que même 1 an avant mon accident, vous allez rigoler, mais j'avais sorti un livre qui s'appelle « Votre énergie est inépuisable ». Donc je parlais des signaux faibles, et je me suis dit, mais merde, j'ai écrit là-dessus et je ne l'ai pas vu. Et donc je m'en voulais terriblement, parce que pour ma femme, on lui a annoncé à 2 reprises que j'étais mort. Quand je réalisais tout ça, j'avais beaucoup de peine et beaucoup d'angoisse. Le marchandage, quand je suis revenu au bureau, je me suis dit, pas de problème, on va changer l'organisation, on fait monter des personnes, et ainsi de suite. Et on bricole une histoire, et ça marche. Et finalement, la dépression, j'avais la chance d'être accompagné, et c'est le moment où je suis retourné voir le conseil d'administration pour leur dire je lâche tous mes mandats, j'arrête. Mais malgré ça, effectivement, je me dis j'ai mon agenda qui est vierge, on va repartir pour un tour, on repart en conquête, et il a fallu que je fasse une chute de vélo et je me casse les 2 poignets. Exercice d'humilité intense, parce que quand vous n'avez pas de bras, je ne sais pas si vous avez fait, Manuela, mais vous ne pouvez rien faire, donc c'est quand même juste absolument humiliant, et jamais vous avez imaginé demander à votre femme de faire tout ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est terrible. Et surtout l'image de moi-même qui était devenue tellement dégradée, tellement basse, que ça en devient à un niveau de dépression assez avancé. Je ne suis pas de nature dépressive, mais pourtant vous arrivez et je pleurais plusieurs fois par jour. Et puis pour relancer, et puis vous devenez méchant, vous mettez sous pression votre couple aussi à ce moment-là. Et puis en fait, le 1er avril, pour relancer, on adore faire du ski. On n'a pas pu faire de ski parce que j'avais les attelles et les poignets pétés. On m'emmène faire du ski, et puis à la fin de la première journée, une petite piste verte, on a fait une petite journée très calme. Mon ski, il avait neigé, tape dans un caillou, je fais à nouveau un soleil, je me casse l'épaule gauche et la main droite. Et là, en fait, c'est la femme du médecin qui m'a sauvé la vie, qui me dit, mais des cas comme les tiens, avec un arrêt cardiaque de 53 minutes, ça n'existe pas. Il faut peut-être que tu vois aussi d'un point de vue neurologique, parce que tout le monde regardait mon cœur, parce que c'est le cœur qui avait lâché, mais le cerveau était un dommage collatéral majeur et évident. Je n'avais pas eu de parcours de soins véritablement à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je termine aux Invalides à faire les exercices neurologiques. Et qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans toute cette période, ces 5 étapes? Est-ce que vous avez matérialisé En fait, c'est des rencontres. C'est les rencontres. C'est des rencontres. Dans le livre, d'ailleurs, je cite une trentaine de prénoms de tous ces gens qui ont été placés sur ma route à un moment donné, et qui vont me donner une lumière, qui vont me donner un conseil, et qui vont me faire passer un cap. Et ils sont tous là au bon moment. Donc, à votre question, la bonne étoile, mais c'est une constellation de bonnes étoiles à ce moment-là, et qui vont tous m'ouvrir la porte suivante, me permettant d'avancer. À petits pas. Et alors, vous parliez de votre livre, « Votre énergie est inépuisable », écrit bien évidemment avant l'accident. Alors, que pourriez-vous nous dire sur l'énergie d'un entrepreneur? Quelle charge faut-il? Et comment on recharge? Alors, le livre, d'abord, je ne change pas une ligne malgré tout ce qui m'est arrivé. Je pense que notamment quand on a 20-30 ans, il faut être ambitieux, il faut avoir envie d'être performant, et il faut y aller. Enfin, il y a juste pas de secret. À 40 ans, ça peut couiner. À 50 ans, il faut voir d'autres choses. Maintenant, je pourrais ajuster la sagesse à ce livre pour la suite. C'est un peu ce qui est dans le 2e livre, mais le premier, je ne change rien. Et en fait, vous savez, vous faites des pitchs pour des fonds d'investissement, essayez de lever de l'argent, etc.
À aucun moment, il y a quelqu'un qui vous dit « mais est-ce que tu auras l'énergie de mettre en œuvre tout ce que tu as envie de faire ?» Facile d'avoir une vision dans sa tête, mais la mettre en œuvre. Et c'est pourtant l'exercice numéro 1. Et aujourd'hui, nombreux sont les entrepreneurs qui veulent un équilibre pro-perso, mais comment fait-on? Et c'est un peu tout ce qui est là-dedans, autour d'un concept de pile qui se recharge, un peu comme votre téléphone portable que vous rechargez la nuit. Comment vous rechargez votre pile? Et puis, à l'énergie, à qui vous la donnez? Quand vous croisez des gens positifs, comment vous avez des idées? Puis ceux qui sont plus négatifs, est-ce que vous avez envie de leur donner de l'énergie ou est-ce que vous vous protégez? Et surtout, et par-dessus tout, quand vous-même vous êtes négatif, comment vous faites pour vous recharger? Parce que votre réflexe premier, ça va être de vous recharger sur votre conjoint, de vous recharger sur vos enfants, mais vous n'avez pas le droit. Ou de vous recharger, vous salariés, vous n'avez pas le droit. Chacun sait, quand vous êtes un patron et vous tapez un coup de gueule dans un comité de direction et vous stressez tout le monde, qu'est-ce qui va se passer derrière? Chacun des membres du comité de direction va aller stresser ses propres équipes et vous créez une onde de choc négative dans une boîte qui détruit de la valeur de façon exponentielle. C'est tout sauf ça, le rôle d'entrepreneur. Le rôle d'entrepreneur, c'est d'emmener en permanence. Donc, comment on évite de se retrouver dans ce genre de cas? J'avais réfléchi là-dessus. C'est des idées pratiques, etc. C'est avant tout un témoignage, mais en tout cas, ça plaît beaucoup chez les start-upers. Oui, parce qu'à vous entendre, il faut énormément d'énergie pour un entrepreneur, pour soi-même, pour ses équipes, pour son écosystème, pour ses actionnaires, pour ses clients. Pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour tout le monde. Et il n'y en a qu'un qui donne de l'énergie à tout le monde, c'est l'entrepreneur. Et entrepreneur, ce n'est pas un métier, c'est une façon d'être. Et la façon d'être, c'est justement celle de donner de l'énergie. Et ce rôle animé par le cœur et qui est celui d'emmener tout le monde, il est implicite, personne n'en parle réellement, mais ça impose une condition, une qualité de vie, des hygiènes de vie. On aime, chez les dirigeants, de se comparer à des sportifs de haut niveau. Je pense que c'est un entrepreneur. C'est un vrai parallèle. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, les sportifs de haut niveau, vous connaissez beaucoup de champions olympiques qui n'ont pas un coach, qui n'ont pas un nutritionniste, qui n'ont pas un plan d'entraînement. Et puis, ce que je rajouterais aujourd'hui, maintenant que j'ai 48 ans, les sportifs, à un moment donné, ils prennent leur retraite. Ils prennent leur retraite sportive et ils deviennent entraîneurs, ils passent à autre chose. Et c'est une symbolique qui est intéressante parce que cette énergie inépuisable, oui, elle l'est par une action physique à 20, 30 ans, au début des 40, et puis chacun a son rythme, et à 40 ou 50, il faut passer entraîneur. D'accord, donc l'entrepreneur, c'est pas forcément à vie, on fait on entreprend différemment en fonction de son énergie. Vous parliez tout à l'heure du spirituel, de votre étoile qui finalement ne peut pas être rationnelle vu l'histoire qui vous est arrivée. Parmi les énergisants, le spirituel, il fait partie de votre routine d'entrepreneur? Aujourd'hui, il est clairement au centre parce que certains me disent, est-ce que tu es plus ou moins croyant qu'avant? Je leur réponds un peu par la boutade en leur disant, mais avant, oui, j'étais croyant. Aujourd'hui, vu le cadeau de la vie qui m'a été fait, j'ai pas besoin de croire, je sais. Et donc, être en connexion en permanence et ne pas oublier où est ma base et comment elle m'a donné la vie et comment elle a chargé mon élan vital, c'est absolument incontournable, essentiel et même central dans ma vie aujourd'hui. Et vous êtes passé par des moments de doute ou d'évolution au niveau spirituel? Alors moi, j'ai en fait jamais douté un quart de seconde parce que je suis sorti poisson rouge et je comprenais rien, mais assez rapidement, quand les neurones ont commencé à se reconnecter, j'ai jamais douté que c'était un truc miraculeux et que en fait Dieu était venu me chercher sur le bord de la route et qu'il avait un plan pour moi et que ça a été aussi une révolution d'entrepreneur parce que l'entrepreneur a sa volonté toute triomphante, celle de vouloir, d'imposer, et comme je disais en introduction, sky is the limit. Et là, ça a été de réaliser que ma volonté, elle n'était pas grand-chose. J'avais contrôlé peu de choses, notamment pas mon temps dans la mort, 53 minutes, dans mon coma, dans la reconstruction, dans la convalescence. Et qu'il fallait que maintenant j'admette et que je prenne le temps d'écouter les signes et de chercher un peu la mission. Et sans doute celle qui est aujourd'hui la mienne, d'éveiller les consciences et d'ouvrir les cœurs pour montrer quelle est la vraie source de la joie et peut-être sur ce chemin, quoi. Et quelles sont vos séquelles aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Quel est le nouveau Nicolas Duep après ces 3 ans bientôt? Oui, c'est un exercice qui est difficile de témoigner là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai ce qui s'appelle des handicaps invisibles. Donc, je suis venu à pied et descendu l'escalier. Donc, il n'y a pas de problème, personne ne le voit rien. Mais les handicaps invisibles, ça touche des millions de Français. 80% des handicaps en France sont invisibles.
Et donc, c'est une très grosse fatigabilité, c'est une difficulté à gérer ses émotions, c'est des très gros problèmes de mémoire, de concentration. C'est également une incapacité assez notoire aujourd'hui à gérer le stress. Voilà, je peux continuer à en lister quelques-uns. Il faut accepter, et puis il faut accepter que tout ça prend du temps. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, c'est le temps. Aujourd'hui, c'était il y a 2 ans et demi, donc quelque part, c'est très long dans une vie, mais en même temps, je suis arrivé au centre de rééducation, il y avait des gens qui étaient déjà là, ils y sont encore. Et moi, j'ai fait qu'un séjour de 5 semaines, ce qui est absolument aussi un miracle. Donc voilà, je suis très humble par rapport à ça. Et puis surtout, ça m'a éveillé à cette fragilité des autres aussi. Parce qu'en fait, surtout en faisant toutes ces conférences et en témoignant là, dans les entreprises, je m'aperçois que tout le monde a des merdes, que tout le monde joue un jeu de rôle, que tout le monde est dans cette grande pièce de théâtre de montrer le meilleur visage de lui-même avec cette caricature des réseaux sociaux. Rares sont ceux qui veulent en témoigner, de peur d'être jugés et être éjectés du système. Mais moi, ça m'intéresse de montrer en quoi sa propre vulnérabilité peut devenir une force. Et un entraîneur, en l'occurrence, c'est une de ses forces. Et vous parliez du temps, du contrôle du temps. Sur ce rapport au temps, à l'imprévu, comment un entrepreneur peut gérer un peu mieux cette notion d'imprévu, cette notion de gestion du temps? Alors à un moment donné, avec la psychologue, elle m'a dit Nicolas, il va falloir apprendre à vivre dans le présent désormais. Et moi, je pense que j'étais la caricature de l'entrepreneur qui vivait toujours dans le futur, en train d'anticiper toutes les merdes qui peuvent lui arriver. Et un peu, vous voyez, comme pendant les vacances, je préparais mes vacances. Quand j'étais pendant mes vacances, je répondais à mes mails. Et quand je revenais, je regardais les photos. Et donc, en fait, jamais dans le présent. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de réponses dans Bergson, dans Matière et Mémoire, qui travaille sur cette notion de durée et qui montre le lien. Il y a toute une chaîne entre la durée, qui est en fait une infinité d'instants, et l'instant qui emmène vers la mémoire, l'identité, la liberté et la joie. Et en fait, être joyeux, c'est vivre l'instant. Et on est tous à la recherche de cette joie, de ce qu'on appelle le bonheur en général sur le papier glacé. Et cette joie, c'est avant tout de vivre dans le présent. Et moi, je ne savais pas faire ça. Et je l'ai découvert. Et c'est vrai qu'être pleinement là, et être en pleine conscience et pas faire d'autres choses en même temps, c'est un peu une révolution. Et je crois d'ailleurs que ce n'est pas antinomique avec la vie d'entrepreneur. C'est que quand on parle à ses salariés, faut pas parler avec un tableau Excel qui fait autre chose au même moment. Faut être pleinement là et parler avec le cœur. Et c'est ça qu'ils entendent. Et donc, emmener des équipes, construire une équipe sur le cœur, c'est parler en étant en pleine conscience avec eux et parler avec le cœur. Et le cœur est un facteur de performance à ce moment-là. C'est agréable parce que du coup, je vous sens là, présent avec nous, avec nos auditeurs, Nicolas Duep. Alors du coup, on parlait du premier but de votre vie, la conquête du monde. Quel est votre nouveau but dans la vie, le sens que vous voulez lui donner, vos projets? Alors c'est souvent la question qu'on me pose. Là, je vous le dirai à l'instant présent, quels sont vos projets? J'en ai pas. Il s'agit de se projeter dans le temps pour avoir des projets. Vous êtes dans le présent. Et je suis dans le présent, puis exercice très difficile. Vous savez, prendre un engagement sur quelqu'un, d'abord c'est du stress, je ne suis pas capable de le faire. Et puis ensuite, vous avez une humilité par rapport au temps, parce que j'ai envie de vous dire, peut-être j'aurai à cœur que vous me réinvitiez dans 2 ans, mais peut-être que je ne serai plus là à nouveau. Vous savez que chaque instant est la vie d'une fragilité inouïe, vous l'avez vécu dans votre chair, je l'ai vécu dans ma chair. Et donc aujourd'hui, mes projets, c'est de vivre l'instant présent, de chercher les signes. Moi, et votre mission quand même, mission de... Voilà, mais en fait, je m'aperçois que Dieu me parle tous les jours et m'envoie des millions de signaux. Et quand je prends le temps, il me les envoie. Et donc, j'ai envie de dire que ma vie, c'est un énorme escape game. Et j'ai envie de résoudre chacune des énigmes qui me sont envoyées. C'est plutôt sympa, la vie, un escape game, c'est joyeux. Et mon stress, c'est de rater des signaux et de ne pas avoir l'attention adéquate pour pouvoir entendre le vrai message. Même si j'ai envie de vous dire qu'à force de ne pas entendre les messages, je me suis attrapé une dépression, des poignets cassés, une épaule. Donc, je suis très humble par rapport à ça. Je n'ai pas envie que ça me réarrive. Donc, je suis très attentif à ne pas aller trop vite. Au message. Et alors, vous nous avez donné plein de conseils. J'imagine que tous les entrepreneurs qui vont nous écouter vont pouvoir puiser dans tous ces conseils. Est-ce que vous auriez à nos auditeurs un petit secret à nous partager, un truc astuce à la Nicolas, pour être le plus entrepreneur épanoui dans sa vie? En fait, ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est la puissance du cœur.
Moi, j'étais un être cérébral qui calculait, qui faisait des tableaux Excel, qui faisait des démonstrations. Et en fait, et qui pitchait avec un storytelling qui marchait bien, parce qu'on a levé pas mal d'argent au final. Et en fait, avec le cœur, quand vous apprenez à écouter votre cœur, vous apprenez à qualifier les signaux qu'il vous envoie, et surtout, vous apprenez à lui faire confiance. En fait, c'est une puissance incroyable, parce que quand vous parlez au cœur des gens, avec votre cœur, vous les transpercez automatiquement. On s'arrête sur ce cœur, c'est fantastique. Merci pour votre présence et je terminerai sur cet adage que vous avez repris à votre compte. Le premier rôle de l'empereur est d'aller bien, c'est aussi le cas de l'entrepreneur, donc à bon entendeur. Merci les auditeurs, surtout suivez-nous sur votre podcast préféré ou sur notre site ou chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Surtout, vous l'avez compris, prenez soin de vous. Merci et à la prochaine fois.